Carl Gustav Jung a traversé une nuit intérieure que peu d'hommes auraient osé affronter. À 38 ans, en pleine ascension, il rompt avec Freud, son mentor, son allié, son père spirituel. Cette rupture n'est pas une divergence scientifique, c'est un effondrement de son monde intérieur. Jung cesse toute activité publique. Il se retire presque comme un moine. Il arrête de chercher à convaincre. Il cesse de vouloir prouver. Et dans ce silence brutal, naît ce qu'il appellera plus tard le processus d'individuation. Il note dans ses carnets qu'il sombre dans un chaos psychique total, mais qu'au fond de ce chaos, une voie nouvelle émerge. Pas une voie de contrôle, une voie d'abandon, de lâcher-prise. Et c'est dans ce vide, ce retrait, qu'il accouche de ses concepts les plus puissants. L'inconscient collectif, les archétypes, la synchronicité. Aucun de ces piliers ne serait né s'il avait continué à vouloir maîtriser. Jung lui-même l'écrit. Tant que tu ne rends pas l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Il ne parle pas de religion. Il parle de ce que tu fais chaque jour, forcer, résister, t'inquiéter et penser que c'est normal. Mais quand Jung a arrêté de s'en faire, le réel a commencé à lui parler autrement. Ses rêves sont devenus des messages. Le hasard s'est mis à avoir un sens. Et ses travaux, bien qu'incompris au départ, sont aujourd'hui enseignés dans les universités du monde entier. Ce n'est pas un philosophe perché. C'est un psychiatre dont les recherches ont influencé la NASA, la Silicon Valley, le cinéma, les neurosciences. Et il a tout découvert au moment où il a cessé de chercher. Tu crois peut-être encore que se relâcher, c'est perdre. Que si tu ne t'en fais pas, c'est que tu es devenu passif, désengagé. Mais les faits montrent l'inverse. Une étude publiée par l'université de Yale démontre que les états de vigilance détendus, ni stressés, ni apathiques, sont ceux dans lesquels les décisions les plus pertinentes sont prises. Ce n'est pas la crispation qui rend puissant, c'est l'attention détendue. C'est ce qu'on retrouve dans les ondes alpha du cerveau, activées quand tu médites, quand tu marches sans penser, quand tu acceptes de ne pas tout comprendre. Ce que Jung a vécu, tu le vis peut-être à petite dose, chaque jour. Tu t'inquiètes pour ton avenir, tu forces pour être à la hauteur. Tu ressens ce poids diffus, cette tension sourde dans le ventre, cette peur que si tu lâches, tout s'écroule. Et c'est là que la vérité devient violente. Plus tu t'en fais, moins tu avances. Plus tu contrôles, plus tu t'épuises. Le contrôle donne une illusion de sécurité, mais il détruit ta clarté. Il te met en lutte constante contre ce que la vie essaye de t'apporter. Et tu ne t'en rends même pas compte. Les stoïciens déjà avaient compris ça. Épictète enseignait que l'homme libre n'est pas celui qui contrôle tout, mais celui qui ne dépend de rien qu'il ne maîtrise pas. Il appelait ça la dichotomie du contrôle. Distinguer ce qui dépend de toi, tes pensées, tes actes, tes jugements, de ce qui ne dépend pas de toi, les résultats, les réactions des autres, le futur. Et cette distinction simple, presque trop simple, est une arme. Elle te libère de l'angoisse. Elle t'ouvre à un autre rapport à la réalité. Aujourd'hui, la science le confirme. Selon l'American Psychological Association, plus de 70% des maladies modernes sont aggravées, voire provoquées, par le stress chronique. Et ce stress, dans la majorité des cas, naît d'une seule chose, le besoin de tout contrôler. Pas les événements graves, non, les petites choses du quotidien, l'incertitude, le regard des autres, l'impression de ne jamais en faire assez. Et cette guerre mentale permanente t'empêche littéralement de voir les solutions qui sont déjà là. C'est ce que Jung avait vu dans ses patients. Plus ils résistaient à l'inconfort, plus leur souffrance durait. Mais ceux qui osaient lâcher, ceux qui disaient « je ne comprends pas mais j'avance », retrouvaient une direction, un sens, une paix. Pas la paix molle de l'oubli, la paix profonde de celui qui cesse d'être en guerre contre lui-même. Et c'est exactement ce que tu cherches, consciemment ou non. Arrêtez de te battre intérieurement. Regarde les grands artistes, les inventeurs, les génies du sport. Serena Williams raconte que ses meilleurs matchs, elle ne les jouait pas en pensant. Elle les vivait. Elle entrait dans une forme de vide actif. Les Japonais appellent ça le mushin, l'esprit sans entrave.
Jung l'appelait l'acceptation du soi. Les stoïciens parlaient d'ataraxie, ce calme intérieur qui ne dépend de rien à l'extérieur. Tous parlent de la même chose, ce moment où tu lâches et tout s'aligne. Et toi, quand est-ce que tu t'autoriseras à ne plus t'en faire? Non pas pour tout abandonner, mais pour enfin permettre à ce qui est déjà prêt d'émerger. Ce n'est pas en ajoutant plus de pression que tu vas t'élever. C'est en retirant ce poids invisible que tu portes depuis trop longtemps et qui t'empêche de respirer, de voir, d'agir clairement. Jung l'a fait, et il a changé le monde. Et si c'était maintenant, ton moment de bascule à toi, tu te lèves, tu ouvres les yeux, et sans même comprendre pourquoi, quelque chose en toi est déjà tendu. Une pression légère, parfois à peine perceptible. Un fond d'anxiété, comme un bruit de fond. Tu regardes ton téléphone, tu parcours les messages, les notifications, les nouvelles. Et cette impression revient. Il faut vite, il faut faire, il faut répondre, il faut avancer, il faut ne pas échouer. Tu ne t'es pas encore levé que ton esprit est déjà en alerte. Et tu penses que c'est normal. Parce que tout le monde vit ça. Parce que c'est la société. Parce que tu dois être à la hauteur. Mais non, ce n'est pas normal. C'est simplement devenu la norme. Et c'est une norme toxique. Le monde moderne fabrique du stress comme une usine fabrique du bruit. Ce que tu ressens, cette tension constante, n'est pas une réalité naturelle. C'est une construction mentale, une illusion que tu nourris sans le savoir. Tu crois que cette tension est un signe d'engagement, qu'elle prouve que tu te bouges, qu'elle est nécessaire pour avancer. Mais c'est faux, et c'est mesurable. Une étude menée par le professeur Daniel Gilbert de Harvard a révélé que l'esprit humain passe en moyenne 46,9% de son temps à penser à autre chose qu'au moment présent. Et plus choquant encore, chaque fois que l'esprit s'échappe, le niveau de satisfaction baisse. Ce vagabondage mental, cette inquiétude permanente, cette anticipation de ce qui pourrait mal tourner, c'est ça, ton quotidien. Et c'est ça, le vrai poison. Mais ce n'est pas de ta faute. Ton cerveau est câblé pour anticiper les dangers. C'était utile à l'époque où un bruit dans les fourrés pouvait être un prédateur. Aujourd'hui, ce mécanisme te joue des tours. Tu as l'impression d'être en contrôle. Mais en réalité, c'est ton système limbique qui pilote. Ton amygdale, la région du cerveau qui traite la peur, est constamment surstimulée. Résultat, ton corps sécrète du cortisol, l'hormone du stress, même quand il n'y a aucune menace réelle. Et plus tu vis comme ça, plus tu crées une boucle, un cercle vicieux. Tu vis tendu, donc tu interprètes tout comme une urgence, donc tu réagis plus vite, plus fort, plus mal. Et tu ne sais même plus ce que c'est qu'un vrai calme. Carl Jung disait que les gens feront tout, peu importe l'absurdité, pour éviter de faire face à leur propre âme. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'on s'invente une vie de lutte parce que c'est plus supportable que le vide. Mais ce vide, justement, il ne te détruit pas, il te révèle. Ce que tu ressens chaque jour, cette peur d'échouer, cette peur d'être jugé, ce besoin de prouver, ce n'est pas ta réalité profonde, c'est un programme. Une accumulation de conditionnements, de blessures, de projections. Et tant que tu n'en prends pas conscience, tu restes enfermé dedans. Comme dans une prison dont tu tiens toi-même la clé. Et tu n'es pas seul. Un rapport de l'Organisation mondiale de la santé affirme que plus de 280 millions de personnes dans le monde souffrent de troubles anxieux. Ce n'est pas une tendance, c'est une épidémie silencieuse. Et elle ne vient pas d'un manque de volonté. Elle vient d'un trop-plein de pression. Pression sociale, professionnelle, intérieure. Tu vis avec l'idée que si tu n'en fais pas assez, tu seras laissé pour compte. Tu crois que si tu ne penses pas à tout, tu vas rater l'essentiel. Mais la vérité, c'est l'inverse. C'est en pensant à tout que tu rates l'essentiel. Les stoïciens enseignaient que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre jugement sur ces événements. Ce que tu ressens chaque jour, ce stress diffus, cette fatigue de fond, ce n'est pas ce que le monde te fait, c'est ce que tu te fais à toi-même, en permanence, sans t'en rendre compte. Tu refuses l'incertitude, tu refuses de ne pas savoir, tu refuses l'idée que tu n'as pas de contrôle,
Et c'est cette résistance qui crée l'épuisement. Alors, tu accumules les tâches, les pensées, les scénarios, les suppositions. Et tu crois que c'est ça, être responsable. Mais tu perds le plus précieux, ta présence, ta lucidité, ta capacité à voir clair. Regarde autour de toi. Les moments où tout s'est bien passé dans ta vie, est-ce que c'était quand tu étais sous tension? Ou est-ce que c'était quand tu étais curieusement calme, aligné, sans effort apparent? Ce calme-là, tu ne l'as pas perdu. Tu l'as simplement oublié. Et ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que ce que tu ressens n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une preuve que le monde est dur, c'est une indication, un signal, un appel à te réveiller, à sortir du pilotage automatique, à voir que cette peur constante n'est pas nécessaire, que cette tension n'est pas utile. Elle te donne l'impression d'être vivant, mais elle te coupe de la vie. Et si tu arrêtais, juste un instant, de croire à tout ce que tu ressens, si tu mettais en pause ce flux mental, pas pour fuir, mais pour observer, pour comprendre, pour reprendre le pouvoir, pas sur le monde, sur toi-même. C'est le début du retournement, le vrai. Tom Brady, considéré comme l'un des plus grands joueurs de football américain de tous les temps, l'a reconnu dans une interview rare. Ce n'est pas sa puissance ou sa stratégie qui a fait sa grandeur, c'est le moment où il a appris à lâcher. Il raconte que pendant ses premières années, il forçait tout. Le rythme, les entraînements, les relations, les résultats. Et ça ne marchait pas. Jusqu'au jour où, épuisé, il a décidé de ne plus chercher à être parfait. Il a relâché le besoin de prouver. Et c'est là que tout a changé. Moins de tension, meilleure lecture du jeu, plus de plaisir, plus de confiance. Résultat, 7 Super Bowls. On te l'a répété depuis toujours. Force, tiens bon, sois rigoureux, ne lâche rien. Mais personne ne t'a dit que ce que tu appelles ténacité est parfois du contrôle déguisé. Une armure invisible qui t'empêche de respirer, de voir, de t'ajuster. Plus tu forces, plus tu crées de résistance. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Une tension qui s'installe dans ton corps, ton esprit, tes relations. Tu crois avancer, mais tu te coinces toi-même. Et c'est là le piège. Tu penses que forcer, c'est être fort. En réalité, forcer, c'est lutter contre le flux naturel de ce qui doit arriver. Le contrôle t'épuise parce qu'il repose sur une idée fausse, que tout dépend de toi. Alors tu t'acharnes, tu anticipes tout. Tu veux la perfection, l'assurance, la maîtrise totale. Mais ton cerveau, ton système nerveux, ta perception du réel ne sont pas faits pour ça. Tu n'es pas une machine. Tu es un être vivant dans un monde fluide, imprévisible, mouvant. Les données neurologiques sont implacables. Des chercheurs de Stanford ont démontré que l'état de performance maximale, le fameux flow, ne survient pas sous contrainte. Il émerge dans un état de conscience détendu mais concentré. C'est là que tu es créatif. C'est là que tu prends de bonnes décisions. C'est là que tu agis avec justesse. Mais cet état est impossible à atteindre si tu vis en mode contrôle, parce que le contrôle rigide active le système de stress. Et le stress, à forte dose, coupe l'accès aux fonctions supérieures de ton cerveau. Tu crois peut-être que c'est juste une question de caractère, que certains savent lâcher, d'autres non. Mais non, c'est une compétence, une manière de se positionner. Et plus tu prends conscience de la toxicité du contrôle, plus tu apprends à t'en détacher. Parce qu'il y a quelque chose que personne ne t'a jamais expliqué. Le besoin de contrôle est une réponse à une peur plus ancienne. Une peur d'échouer, d'être jugé, de perdre. C'est une réponse apprise, un mécanisme de survie que tu as installé pour te protéger. Mais il est devenu ton propre piège. Carl Jung disait que ce que tu résistes persiste. Et il ne parlait pas de spiritualité. Il parlait de la psychologie la plus concrète. À force de vouloir que tout se passe comme tu l'as prévu, tu développes une cécité. Tu ne vois plus les opportunités qui émergent ailleurs. Tu ne ressens plus ce que ton intuition te murmure. Tu avances à l'aveugle, obsédé par une trajectoire que tu crois maîtriser, alors qu'elle te détruit à petit feu. Et dans cette obsession du contrôle, tu sabotes aussi tes relations.
parce que tu projettes ce besoin sur les autres. Tu veux qu'ils t'aiment, qu'ils réagissent comme tu l'as imaginé, qu'ils ne te déçoivent pas. Mais plus tu fais ça, plus tu crées de distance. Tu étouffes sans le vouloir. Et tu finis seul, incompris, épuisé. Ce n'est pas qu'on t'en veut, c'est que tu t'es déconnecté du vivant, de la souplesse, de la confiance. Même dans le monde des affaires, le contrôle excessif est une erreur stratégique. Jeff Bezos l'a dit dans une lettre aux actionnaires d'Amazon. La rigidité est la première cause de mort des entreprises. Il parlait d'adaptabilité, de lâcher les modèles anciens pour s'ouvrir au changement. Ceux qui résistent trop longtemps s'effondrent. Ceux qui s'ajustent survivent. Et cette règle vaut pour toi aussi. Si tu ne lâches pas certaines attentes, certains schémas, certaines illusions, tu étouffes ta propre croissance. Et c'est là que les stoïciens reviennent comme des guides. Épictète, ancien esclave devenu maître de pensée, expliquait que l'homme le plus puissant n'est pas celui qui contrôle tout, mais celui qui ne se laisse pas dominer par ce qu'il ne peut pas changer. Tu crois que tu contrôles, mais tu es esclave de ton besoin de contrôler. Tu crois que tu maîtrises ta vie, mais c'est ton anxiété qui tient les rênes. Et cette prise est une illusion. Alors regarde honnêtement. Dans ta vie, qu'est-ce que tu forces? Quelle image de toi cherches-tu à préserver à tout prix? Où as-tu confondu engagement et crispation? Et que se passerait-il si, aujourd'hui, tu relâchais un tout petit peu? Pas tout, juste un peu, pour respirer, pour voir autrement, pour écouter ce que la vie essaie de te montrer depuis des mois. Parce que la vérité est là. Moins tu forces, plus tu sens. Moins tu veux contrôler, plus tu entres dans la maîtrise. Pas celle de l'extérieur, celle de ton axe, de ton calme, de ta puissance profonde. Et c'est à ce moment-là que tout commence vraiment à fonctionner. Carl Jung était fasciné par ces événements qui semblaient obéir à une logique inconnue. Pas le hasard mathématique, pas le destin mystique, quelque chose entre les deux. Il appelait ça la synchronicité. Un mot étrange pour désigner ce moment précis où ce que tu vis à l'intérieur semble répondre à quelque chose à l'extérieur. Une pensée, une intuition, une émotion. Et soudain, un événement, une rencontre, une réponse. Comme si le monde entier respirait au même rythme que toi. Comme si, quand tu arrêtes de forcer, la vie elle-même se met à bouger en ta faveur. Ce n'est pas une idée perchée. Ce n'est pas une croyance New Age. Jung a travaillé ce concept avec un prix Nobel de physique, Wolfgang Pauli. Ensemble, ils ont étudié ces coïncidences dites significatives, ces moments où l'univers semble te faire un clin d'œil. Et ils ont compris une chose troublante. Ces phénomènes ne peuvent pas être expliqués par une simple relation de cause à effet. Ils obéissent à un autre ordre, un ordre acausal. Ce n'est pas parce que tu as pensé à quelqu'un qu'il t'appelle. Ce n'est pas non plus le fruit du pur hasard. C'est un alignement, une résonance entre ton état intérieur et ce que la réalité te renvoie. Et cet alignement ne peut pas se produire quand tu forces, parce que forcer, c'est se couper du vivant. C'est imposer une forme rigide à un monde fluide. C'est penser que la vie est une machine, alors qu'elle est une forêt. Elle pousse, elle se déploie, elle interagit, mais elle ne se contrôle pas, elle s'écoute. Et c'est là que la vraie bascule se produit. Quand tu arrêtes de croire que tu dois tout diriger, tu commences à percevoir les signaux, les synchronicités, les intuitions, les ouvertures. Et ces signaux, tu les rates chaque fois que tu es en tension. Des chercheurs du MIT ont démontré que les décisions les plus intelligentes ne sont pas prises quand on a toutes les données. Elles sont prises quand l'esprit est libre d'interpréter les signaux faibles, ces petites choses qu'on ne voit pas sur un tableau Excel. Un regard, une impression, un silence, un moment. Ces signaux faibles sont la base de l'alignement. Mais pour les capter, tu dois être dans un état de réceptivité. Pas dans l'urgence, pas dans la peur, dans l'écoute. Et si tu observes bien ta propre vie, tu verras que les moments où tout s'est aligné, ce n'était jamais quand tu t'y attendais. Ce n'était jamais quand tu avais tout prévu. C'était quand tu étais ouvert, curieux, disponible. Tu rencontres quelqu'un au bon moment. Tu tombes sur une phrase qui te débloque.
Tu vis un événement inattendu qui te redonne confiance. Ce n'est pas de la magie. C'est la vie qui respire avec toi, mais seulement si tu lui laisses un peu d'espace. Dans la tradition stoïcienne, on parle de la nature comme d'un flux intelligent, le logos, une forme d'ordre profond que tu ne peux pas maîtriser, mais auquel tu peux t'accorder. Marc Aurèle écrivait que « ce qui arrive est ce qui devait arriver. Accepte-le, aime-le, et il te portera plus loin que ta propre volonté. » Ce n'est pas de la résignation, c'est une intelligence supérieure, celle qui comprend que ton petit plan personnel n'est rien comparé au mouvement vaste de la vie. Et ce n'est pas réservé aux sages ou aux mystiques. De nombreux entrepreneurs l'ont compris. Steve Jobs disait « Vous ne pouvez pas connecter les points en regardant vers l'avant. Vous ne pouvez les connecter qu'en regardant en arrière. » Autrement dit, avance, fais confiance, laisse les choses se révéler. Ce n'est pas l'abandon du contrôle, c'est l'acceptation de l'incertitude comme terrain fertile. Et quand tu acceptes cette incertitude, tu actives des forces inattendues. Des études en physique quantique suggèrent que l'observateur influence ce qu'il observe. Ce qu'on appelle l'effet de l'observateur. Ce n'est pas un délire ésotérique, c'est une réalité expérimentale. Plus tu t'acharnes à fixer un résultat, plus tu figes la réalité. Mais si tu es en ouverture, en observation, l'univers répond différemment. Il te propose des alternatives, des ponts, des opportunités invisibles à l'œil qui veut tout contrôler. Et toi, tu vis peut-être en guerre contre ce que tu ne comprends pas. Tu veux que tout ait un sens immédiat, une explication logique, un résultat rapide. Mais la vie, elle, fonctionne avec d'autres lois. Celles du rythme, de l'équilibre, du chaos fertile, de l'ordre qui émerge du désordre. Et si tu relâchais un peu cette tension intérieure, tu commencerais à percevoir que les choses ne sont pas contre toi. Elles sont juste plus subtiles que ce que ton mental accepte. Et c'est là, dans cette ouverture, que commence l'alignement. Pas celui que tu imposes, celui qui te traverse, celui que tu ne comprends pas encore, mais qui t'emmène exactement là où tu dois être, à condition d'arrêter, ne serait-ce qu'un instant, de tout vouloir contrôler. Il y a une idée qui dérange, une idée que personne ne t'a vraiment expliquée parce qu'elle va à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris. Et pourtant, elle est connue de ceux qui réussissent vraiment. C'est cette idée que les plus puissants ne forcent pas. Ils s'alignent, ils n'imposent pas leur volonté à tout ce qui les entoure. Ils écoutent, ils observent, ils agissent avec clarté. Et surtout, ils savent quand il est temps de laisser faire. Prenons Richard Feynman, prix Nobel de physique. Un génie. À 27 ans, il traverse un blocage intellectuel profond. Il n'a plus d'inspiration. Il force, il s'acharne, mais rien ne sort. Jusqu'à ce qu'il décide d'arrêter de chercher à faire des choses importantes. Il commence à jouer, à dessiner des équations par curiosité, sans but. Et c'est dans cet état de non-recherche qu'il découvre ses plus grandes théories sur l'électrodynamique quantique. Il le dira lui-même plus tard. C'est quand j'ai arrêté de vouloir réussir que j'ai commencé à comprendre. Ce qu'il a expérimenté, c'est ce que de nombreux maîtres appellent le vide fertile. Un espace intérieur où tu cesses de t'agiter, où tu laisses les choses venir. Ce n'est pas de l'inaction, c'est de l'écoute profonde. Et c'est exactement ce que la science commence à comprendre. Une étude de l'Université de Toronto a démontré que les cerveaux les plus performants ne sont pas ceux qui planifient tout, mais ceux qui laissent le mode par défaut du cerveau s'activer. Ce mode, qui s'enclenche quand tu ne fais rien de particulier, est responsable de 70% des connexions créatives dans le cerveau humain. Autrement dit, c'est quand tu laisses de la place que les vraies solutions apparaissent. Mais c'est difficile à croire, parce qu'on t'a appris que tu dois toujours faire plus, avoir un plan, le tenir, ne pas t'arrêter. Tu vis dans une logique de performance permanente, et tu penses que c'est ça, la voie vers le succès. Mais regarde les faits. Selon une étude menée sur 500 PDG de sociétés Fortune 500, ceux qui prenaient le plus de décisions efficaces étaient aussi ceux qui prenaient le plus de temps pour ne rien faire. Ils s'isolaient, ils prenaient des pauses longues, pas pour se reposer, pour laisser émerger une clarté que le bruit mental empêche.
Et toi, quand as-tu pris le temps de ne rien forcer, de ne rien attendre, d'écouter sans projeter? Ce n'est pas une faiblesse, c'est un levier. Les vrais leviers du succès ne sont pas visibles. Ce sont des choix subtils, la capacité à différencier ce qui doit être provoqué et ce qui doit être laissé mûrir. La sagesse de faire un pas de côté, de se mettre en retrait pour mieux voir. Regarde Serena Williams, elle expliquait que ses meilleurs coups, elle ne les exécutait pas en pensant, elle les sentait. Et ce ressenti ne venait pas de l'analyse, il venait d'un vide intérieur. Elle savait se taire en elle-même, et c'est dans ce silence-là qu'elle devenait redoutable. Et si tu laissais faire, si tu décidais ne serait-ce qu'un instant de ne plus remplir chaque espace de ta vie, si tu observais au lieu de répondre, si tu faisais confiance à cette autre intelligence, plus vaste que celle de ton mental. Jung disait que l'inconscient est bien plus intelligent que le moi, qu'il sait avant nous ce dont nous avons besoin, et qu'il parle si on se tait. Mais très peu de gens veulent écouter. Le succès, celui qui transforme ta vie, ne vient pas toujours du combat. Il vient parfois du relâchement, de l'intention claire, suivie d'une disponibilité totale. C'est la combinaison que peu savent maîtriser. Poser une direction, puis laisser l'espace se charger du comment. Lâcher les attentes précises pour permettre aux opportunités réelles d'émerger. Et ce n'est pas ésotérique, c'est structurel. Même la nature fonctionne comme ça. L'arbre ne pousse pas plus vite parce que tu le tires. Il pousse parce qu'il a les bonnes conditions. Lumière, eau, temps, silence. Et c'est exactement ce que tu refuses de t'accorder. Tu veux pousser au lieu de laisser croître. Tu veux forcer là où tu devrais écouter. Et c'est là que tu t'épuises. Pas dans l'effort, dans l'oubli du vivant. Alors, si aujourd'hui tu te sens perdu, saturé, vidé, ce n'est pas que tu fais mal. C'est peut-être que tu fais trop. Et que dans ce trop, tu étouffes ce qui pourrait enfin émerger. Laisse faire. Mais pose ton intention. Reviens à ce qui est vrai. Ce que tu veux profondément. Pas ce qu'on attend de toi. Pas ce que tu crois devoir prouver. Juste ce que ton corps, ton cœur, ton intuition savent déjà. Et ensuite, reste ouvert, curieux, disponible. C'est là que les vrais leviers agissent. Là que la vie commence à t'aider. Non pas parce que tu forces, mais parce que tu vibres avec elle. Tu n'as pas besoin d'une autre technique de productivité. Tu n'as pas besoin d'un nouveau plan sur 90 jours, ni d'un énième défi pour prouver ta discipline. Ce dont tu as besoin maintenant, c'est d'un retournement, d'un basculement radical dans ta manière d'être, parce qu'au fond, tu le sais, tu as tout essayé, forcé, insisté, t'épuisé pour donner le change. Mais la paix ne vient pas, la clarté non plus, et même quand tu réussis, il y a ce goût étrange, celui de ne pas être aligné, celui d'avoir gagné, mais en te perdant un peu plus. La transformation commence quand tu arrêtes de faire par peur, quand tu cesses de courir derrière des résultats, non pas parce qu'ils ne comptent pas, mais parce que tu ne les fais plus dépendre de ton stress, de ta tension, de ta survie. C'est là que tu redeviens vivant, et tu sens que quelque chose change, la manière dont tu respires, dont tu décides, dont tu dors. Tu n'es plus dans l'urgence, tu es dans une attention nouvelle, tu n'agis plus pour exister, tu existes, et de là, l'action devient évidente. Jung appelait ça l'individuation, ce processus intime où l'être cesse de se définir par ce qu'il fait ou possède et commence à devenir ce qu'il est. Pas un idéal, pas un rôle social, un axe, une source. Il disait que c'est dans la reconnaissance de ses ombres, dans l'acceptation de sa vulnérabilité, que l'homme touche enfin à sa puissance. Celle qui ne cherche plus à dominer, celle qui ne force plus, mais qui rayonne. Et si tu veux un exemple de puissance tranquille, regarde ceux qui marquent sans bruit. Nelson Mandela, enfermé pendant 27 ans, est sorti de prison avec un calme qui a désarmé une nation entière. Pas parce qu'il avait un plan politique, parce qu'il avait compris que la vraie liberté ne dépend pas des murs. Elle naît d'un espace intérieur. Et cet espace, tu l'as déjà connu, peut-être dans un instant rare, un moment suspendu, un silence entre deux pensées, une marche sans but, un regard échangé sans peur. Là, tu n'étais plus dans le contrôle,
Tu étais dans l'art de vivre. Ce que tu cherches, ce n'est pas l'inaction, c'est l'action juste, celle qui vient sans tension, sans ce fond d'angoisse qui pollue tout, celle qui vient d'un calme si profond qu'il semble presque irréel. Mais il est réel, c'est même ta vraie nature. Tu n'es pas né crispé, tu n'es pas né en guerre, tu l'as appris, tu l'as mimé, et aujourd'hui, tu peux désapprendre. Tu peux retrouver cette manière d'être, pas naïve, pas molle, lucide, lente, précise, libre. Ceux qui vivent sans forcer ne sont pas des rêveurs, ce sont des stratèges du réel. Ils ne cherchent pas à faire plus, ils cherchent à faire vrai, et ça change tout. Ils savent que ce qu'ils perdent en vitesse, ils le gagnent en justesse, que ce qu'ils laissent partir revient sous une forme plus profonde, qu'à chaque fois qu'ils renoncent à contrôler, ils récupèrent un peu plus de pouvoir. Pas sur le monde, sur leur énergie, leur temps, leur direction. Et toi, si tu regardes honnêtement, tu sens bien qu'il y a une autre voix, une voix qui t'appelle. Elle ne fait pas de bruit, elle n'apparaît pas dans les to-do list, mais elle est là, discrète. C'est cette intuition que tu ignores, ce besoin de ralentir, ce désir de créer sans te justifier, ce besoin de respirer profondément, sans rien attendre. C'est ce que tu es venu retrouver, pas une version améliorée de toi-même. Toi, sans masque, sans pression, sans rôle à jouer. Ce que tu es sur le point de vivre, si tu choisis de le vivre, ce n'est pas un petit ajustement, c'est une révolution intérieure, une manière nouvelle d'habiter chaque journée, de parler, d'aimer, de travailler. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est puissant, parce que plus rien ne t'oblige. Tu ne réponds plus au monde depuis la peur, tu réponds depuis ton centre. Tu ne vis plus pour éviter l'échec, tu vis pour exprimer ta présence, ta vision, ta paix. Et c'est là, sans que tu l'aies forcé, que tout commence à fonctionner. Pas comme tu l'avais prévu, mais souvent mieux. Parce que tu n'as plus besoin que les choses arrivent pour te sentir bien. Tu es bien. Et c'est ce bien-là qui attire tout le reste.